On vient pas au monde avec la pensée critique. Guy Perkins. C'est une bébête qui essaie de trouver des patterns, des explications ou des mythes autour de quelque chose. Richard Martineau. C'est surréaliste, ce genre d'affaire-là. La rencontre, Perkins-Martineau. Hey Guy, en tant que militant de la pensée critique et pour la laïcité, qu'est-ce que tu penses du texte que Sophie a écrit concernant les funérailles d'État qu'on a offert à Jean-Pierre Ferland? Mais là, il va en avoir beaucoup, hein, parce que c'est toute une génération d'artistes qui ont été importants, ils vont tomber les uns après les autres. Est-ce qu'on ne devrait pas, c'est ce que demandait Sophie, s'inspirer de l'exemple français, puis que c'était, tu sais, c'est les funérailles nationales, les funérailles d'État, ben c'est totalement laïque, là. C'est pas dans un lieu de culte. On est laïque, on l'est pas. Puis Ben oui. d'ailleurs, suite à son texte, la première chose que j'ai fait, c'est d'envoyer un petit message par Messenger pour lui dire que j'avais adoré son texte. Surtout que, bon, j'ai pas pris toute la cérémonie en entier. C'est que samedi, je sortais de mon entraînement, puis quand j'embarque dans ma voiture, souvent, je suis branché sur Radio-Canada, puis là, j'entendais la diffusion en direct de la cérémonie, puis c'était au moment de la messe, puis j'en revenais pas, j'étais vraiment gros malaise, je me disais, ah ouais, il y a encore ça. Puis dans ce cadre-là, effectivement, moi, je pense que ça a plus sa place. Désolé pour M. Bocoté qui, lui, semble vouloir encore maintenir ce genre de choses-là, mais pas pour ça, étant donné que c'est une personne publique, et alors, d'un moment qu'on parle justement de l'environnement public, je pense qu'il y a quand même une obligation de neutralité, surtout dans notre contexte actuel. Puis moi, comme ancien catholique, je sais pas, ça me donnait de l'urticaire. Mais tu sais, c'est me que donnait si des la traumas de famille, revenir c'est-à-dire, là-dedans, là. si la famille veut organiser des Oui, célébrations oui. religieuses, aucun problème, mais l'État n'a pas à s'en mêler. En France, c'est dans la cour des Invalides, ça dure 20 minutes. Il y a M. Macron qui parle, il y a un proche du défunt qui parle. Après ça, il y a de la musique, il y a une petite célébration. 20 minutes, c'est tout. C'est un hommage, c'est Ouais, pas puis- une messe, là. Puis l'affaire, c'est que ça donne aussi des munitions à ceux qui vont critiquer la loi 21, dire que c'est une catho-laïcité. Puis quand tu regardes ça, on peut leur donner raison dans une certaine mesure. Alors, il faut que la laïcité elle soit pleine et entière et appliquée totalement dans ce contexte-là. Puis, comme tu dis, si la famille veut poursuivre cet hommage-là, parce que bon, je me questionne même, là, je lisais qu'à certains endroits qui disaient que Jean-Pierre Ferland lui-même était pas vraiment croyant. Je vois pas vraiment l'utilité, à part que Ben, des gens qui veulent indirectement faire une promotion d'une religion plus qu'une autre, là. écoute, je pense que c'est dans Une chance qu'on ça qui dit le paradis, c'est ici, il n'y a pas d'autre vie. Je veux dire, c'est assez clair que ça. Là. Il ne croyait pas à le monde au-delà. Cela dit, comme je le dis, si sa famille veut faire des trucs religieux, c'est parfait. Mais l'État n'a pas devrait embarqué partir. là-dedans. Puis moi, j'étais Ça devrait aux partir. funérailles là-bas et tu sais, de voir à la télévision, là-bas, le premier ministre aller communier, c'était particulier. Là. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il a le droit à ses croyances. Oui, mais c'est quand même le premier ministre du Québec. En tout cas, bref. Puis les gens, Guy, les gens comprennent mal la laïcité parce que, écoute, elle a reçu plein de courriels, Sophie. Ah, vous êtes contre la religion catholique, puis c'est bien de leurs affaires s'ils veulent aller à l'église, puis tout ça. Oui, mais l'État n'a pas à payer pour des funérailles religieuses. C'est Je clair. suis entièrement d'accord avec ça. Puis j'invite encore les gens à aller sur le site du Rassemblement pour la laïcité du Québec pour aller voir les 3 capsules qui expliquent à long en large ce que c'est réellement la laïcité. Il y a des choses qui existent pour vraiment bien éduquer les gens là-dessus. Fait que c'est aux gens de se renseigner avant de prendre les nerfs puis de porter des accusations comme ils ont fait à Sophie. Écoute, tu as écrit un texte sur ton blog concernant la guerre Israël-Palestine et tu dis que les gens, on est comme forcés de prendre position pour un ou pour l'autre. Et toi, tu trouves que c'est un cul-de-sac, cette position-là. Oui, bien tout à fait, parce que, écoute, ça fait quand même plusieurs dizaines d'années que ce conflit-là dure. Puis, encore là, je dis pas qu'il y a quelqu'un spécifiquement qui tient un gun sur la tête pour dire de prendre position, mais on dirait que la dynamique qui s'est installée depuis que ce conflit-là perdure, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des événements, comme on voit celui qui se passe actuellement à Gaza, que les gens se sentent obligés de prendre un camp. Alors que je pense qu'on est rendu à l'étape que le seul camp qu'on doit prendre, c'est le camp de la paix, puis le camp de ceux là, qui veulent la paix là-dedans.
actuellement, ce qui est encore plus dangereux de prendre un camp actuellement, c'est que les deux interlocuteurs qui s'affrontent ici, parce que là, les gens vont dire, ah, c'est le pays d'Israël contre la Palestine, alors que c'est pas le cas ici. C'est vraiment un affrontement entre les deux branches radicales de chaque camp. C'est-à-dire, Netanyahou, là, c'est loin d'être un ange. C'est lui qui le porte-étendard, justement, de l'extrême droite israélienne. Et de l'autre côté, tu as la Hamas, qui tient en otage sa population. Là, les gens vont dire, ouais, mais la Hamas a été élue démocratiquement à l'époque, mais il y a eu une seule et unique Ben oui. élection dans ce pays-là. Puis une fois qu'eux se sont servis justement de toutes les opportunités qui sont présentées pour eux, parce qu'il y avait un agenda très précis, depuis leur création en 1987, qui avait profité des largesses d'Israël. Mais encore là, on peut contester l'aspect de la largesse d'Israël, parce que eux, en donnant de la place justement aux islamistes, ils ont essayé comme la fameuse politique de division pour mieux régner, parce qu'à l'époque, ce qui préoccupait essentiellement Israël, c'était le Fatah de Yasser Arafat. Fait qu'en créant cette nouvelle opportunité-là, ben ils ont laissé justement les islamistes prendre position, en donnant une apparence, justement, vous voyez comment qu'on est fin, on laisse les gens s'exprimer, on est inclusif, et ainsi de suite. Mais la Hamas a profité de cette faille-là, justement, pour s'intégrer, faire son chemin, puis ensuite, quand est arrivée une opportunité démocratique qui était permise, justement, avec toutes les avancées que le Fatah avait fait, ben là, ils se sont fait élire. Et depuis cette élection-là, il n'y a jamais eu d'autres élections. Et justement, là, il y a comme une position autoritaire. Et d'autre côté, tu as le gouvernement de Netanyahou, justement, qui a aucune... Qui est pris en otage aussi par des crinqués religieux, oui, là, qui maintiennent au pouvoir. On est là-dedans. Donc, d'ailleurs, je dînais avec notre collègue Luc Laliberté la semaine passée, puis on parlait de ça. Puis moi, je disais, j'ai un petit peu d'admiration, de façon un petit peu ironique, envers les gens que systématiquement sont capables de prendre position sans nuance, dans un camp comme dans l'autre. Alors, si on était vraiment humaniste, à un moment donné, il faut dire, OK, il faut se détacher de ça, parce que on est dans une situation qui est insoluble, Richard. Puis moi, dans les livres qui m'ont beaucoup inspiré, j'en ai deux essentiellement qui je pense que tout le monde devrait jeter un œil. C'est l'ouvrage de Amin Malouf, Les identités meurtrières, qui explique un peu tout le contexte, justement, de ce que ça représente d'avoir des identités uniques, qui fait que les gens viennent se camper là-dedans, et ça crée une certaine rigidité. Une crispation. Une crispation, donc t'es pas ouvert à aucune négociation, aucune souplesse. Et de l'autre côté, j'ai adoré c'est dommage, j'ai seulement en anglais, c'est la journaliste canadienne et chercheuse Jo Roberts, qui écrit le livre Contested Land, Contested Memory, Israel's Jews and Arabs in the Ghost of Catastrophe. Parce que je me cherchais justement une lecture qui avait justement cette nuance-là et qui exprimait les deux sensibilités de chaque côté. Et je vais t'avouer, Richard, qu'en lisant ce livre-là, à chaque page que je tournais, je changeais de camp à chaque page, parce que... Ah ouais. Tu sais, les demandes, les récriminations de chaque côté sont légitimes, sont absolument légitimes. Et quand quelqu'un qui décide de prendre un camp peut aller trouver tous les éléments qu'il veut pour soutenir son point, puis inversement. Alors que, là, à un moment donné, il va falloir sortir de ça, parce que si on laisse les choses telles qu'elles sont, ça changera jamais. Ces gens-là il va falloir qu'on en vienne à s'asseoir sur le présent, et que ces gens-là se disent, on est condamnés à se côtoyer maintenant, est-ce qu'on peut s'offrir mutuellement? Parce que, bon, du côté de Israël, eux, leur préoccupation, c'est la sécurité, et du côté de la Palestine, c'est la dignité. Alors, il faut trouver une formule qui va permettre justement sécurité et dignité de part et d'autre. Mais je t'entends, Guy se le dit, tu le dis toi-même, il n'y a pas eu d'élection, je pense que c'est depuis 2007 à Gaza. Oui. On ne peut pas dire c'est la même chose. C'est Israël, il y a des élections. Puis si les Israéliens sont en maudit contre Netanyahou en disant tu nous as mis dans le trou puis tu as scrappé notre réputation, il va y avoir des élections démocratiques puis Netanyahou risque de perdre son poste. Alors que tu n'as pas l'équivalent à l'autre bord. L'équivalent, c'est pas démocratique. Il n'y a pas eu d'élection depuis très longtemps. Effectivement. Par contre, est-ce que ça justifie le massacre qu'on est en train de voir? Là, on peut se poser la question. Mais il va falloir sortir de
de tout ça, Ouais. parce que même si demain matin, on arrive avec un cessez-le-feu, un cessez-le-feu ne veut pas dire la paix, là. C'est tout simplement, on cesse le feu, Mais- on se recharge, on se réorganise, puis on se retape sous la gueule. Je pense Et que le d'ailleurs, régime de Netanyahou, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de créer des générations de terroristes Tout à fait. de l'autre Tout à côté. fait, ça me fait penser quand dans le Terminator 2, là, quand tu tires sur le robot, là, il éclate en plusieurs morceaux, puis les plusieurs morceaux se transforment eux autres mêmes Ouais. en nouvel ennemi. Et j'invite les gens, d'ailleurs, quand je fais des chroniques comme ça, j'aime m'imprégner du sujet. Hier, je suis tombé sur un film que j'avais dans ma liste à regarder depuis un bout de temps sur Crave, qui est le film Oslo, qui Sur les accords de Oslo. revient sur les accords d'Oslo. Puis ce qu'on apprend là-dedans, c'est que les accords d'Oslo, on a toujours l'impression que ça s'est passé vraiment avec les équipes de négociateurs américains et les négociateurs israéliens et de l'OLP, alors qu'en fait, tout le travail avait été fait en coulisses par des gens qui étaient même pas mandatés pour le faire, mais qui ont obligé des représentants du camp israélien et du camp de l'OLP à s'asseoir dans la même salle et à arriver avec une formule. Et c'est de là que ça a découlé et c'est là que ça a remonté, justement jusqu'à temps que tout ce qu'ils ont accompli devienne le travail officiel. Et ce film-là, il est inspiré d'une pièce de théâtre qui avait été faite là-dessus. Tout ce qui est raconté là-dedans, c'est vraiment ce qui s'est passé à l'époque. Ben. Et d'ailleurs, les dialogues, Richard, sont savoureux parce que pour quelqu'un qui veut comprendre toute la dynamique puis l'hyper-complexité de ce dossier-là, ce film-là, là, t'es dévoile d'un bout à l'autre. Encore là, quelqu'un qui est honnête intellectuellement va voir à quel point c'est complexe. Et comme je te disais tout à l'heure, les demandes de chaque côté, les récriminations, sont légitimes. Et après ça, c'est de savoir jusqu'où on recule en arrière, savoir qu'est-ce qui constitue un retour en arrière. J'entends des gens d'ailleurs, mon texte hier que j'ai publié, j'ai reçu une volée de bois de quelques-uns qui vont dire, ah, c'est ça, ben, la situation est simple, c'est les Juifs qui ont volé les terres de Palestine. Là, OK, mais on fait quoi maintenant? Là? C'est comme très simpliste comme. Oui, puis jusqu'où on remonte en arrière aussi pour les récriminations. Mais écoute, je me cherchais justement un film à regarder, donc je vais regarder ça. Oslo sur Crave. Merci, Guy Perkins. Bonne semaine. Ça me fait plaisir. Salut, Richard.